Donc en fait, juste un petit point, on va dire un peu sociologique ou voilà, historique pour, expliquer, la notion de charge mentale, pour bien qu'on comprenne et qu'on soit d'accord de quoi on parle. L'idée de la charge mentale, c'est pas j'ai une première journée par exemple au boulot et j'en ai une deuxième avec les enfants, la famille ou mon volontariat, les autres activités de loisirs. La charge mentale, quand on en parle, c'est l'idée qu'il y a 2 choses en même temps. On a une chose dans notre tête, mais on est physiquement à un autre endroit. Voilà. C'est pas le fait d'accumuler, d'être débordé, de faire plein, 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 plein d'activités qui fait que du coup on est stressé. C'est pas ça la définition de la charge mentale. La charge mentale, c'est bien 2 univers qui empiètent l'un sur l'autre. Et donc, au départ, c'était l'idée de l'univers professionnel et de l'univers domestique. Mais une personne qui ne travaillerait pas, on va dire, de manière rémunérée, mais qui a une vie familiale très chargée, peut aussi avoir de la charge mentale. L'idée, c'est que on est dans un endroit physiquement, mais qu'on pense à un autre. Donc, c'est vraiment, bah là, en ce moment, je suis en train de vous présenter ça, et puis tout d'un coup, il y a une pensée qui débarque en disant, zut, est-ce que j'ai bien dit à mes enfants qu'il fallait qu'ils téléphonent, nanana, nanana. Voilà, c'est ça la charge mentale. C'est ah mais zut, j'ai oublié d'éteindre le four pendant que je vous parle et qu'il va falloir que je me lève. Bon, ok. Alors, donc c'est bien la coexistence et pas l'un après l'autre. C'est pour ça que les hommes peuvent aussi subir de la charge mentale, les femmes, enfin tout le monde. Alors attends, pourquoi je ne peux pas cliquer sur ma petite flèche? Il faut que je clique là. Donc la charge mentale, ça a un énorme coût pour tout le monde sur différents niveaux. Donc ça a un coût par rapport à notre efficacité. J'ai oublié une syllabe. Voilà. Efficacité de travail. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, quand on va avoir comme ça trop de choses mentalement, on ne va pas être efficace. Ça va avoir un coût en termes d'heures, c'est-à-dire que ça prend des heures de planifier, d'organiser, d'anticiper, voilà. On va avoir aussi un coût en obligation de résultat, c'est-à-dire que souvent on a, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, on va avoir comme ça voilà, des demandes de résultats. On se met des résultats aussi bien en éducation, on a envie que voilà, ça avance, que ça progresse. Voilà. Ça a des coûts psychiques, émotionnels, ça a des coûts physiques pour la santé. C'est bien pour ça qu'on s'en occupe aussi ce soir, c'est parce que ça a un gros coût au niveau de la santé. Et alors après, j'ai marqué aussi, voilà, pour bien préciser que ça a un coût et que c'est lié aussi à ce qu'on appelle l'invisibilité du travail domestique. On en parlera. C'est-à-dire que souvent, il y a des choses, on s'en rend même pas compte, qu'on est tout le temps en train de les faire, de les gérer, d'y penser, de compter, de dire tiens, et je remets de l'eau dans tel endroit pour faire du café, il faut que je restocke tel truc. Enfin, c'est énorme en fait. Je me suis aperçue qu'en faisant les recherches, en lisant les bouquins, en fait, on est en permanence en train de gérer des trucs et sans être dans le moment en fait. Alors ça a aussi un gros impact sur la performance. Alors j'ai dessiné la petite courbe parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelquefois, comme ça, quand on a une charge mentale, on a plein de choses à faire dans la tête, on croit que bah, c'est pas grave, on pousse un bon coup, on y va, on fait tout et comme ça, on aura fini. Et ça, c'est l'idée de la productivité, de la production. Et donc, c'est vrai jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'on peut effectivement faire plein de choses. On va arriver au optimum, on va dire, par rapport à l'effort fourni, à l'optimum de productivité, un peu au point bleu. Mais en fait, toutes les recherches montrent, et ça c'est connu pour les entreprises, pour le sport par exemple, c'est pareil, c'est que si à un moment donné, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, pour faire un marathon ou quelque chose comme ça, à la fin, si on s'entraîne trop, il n'y a plus d'augmentation de la performance, on décline et on arrive vers l'exhaustion, l'extrême fatigue. Et on aura beau faire des efforts, la performance décline. Et donc ça, c'est important de se rappeler cette courbe-là pour quand on va discuter de la charge mentale, de tout ce qu'on a à faire qui nous occupe l'esprit,
il faut garder à l'idée que de toute façon, ça n'est pas efficace de vouloir tout faire et de vouloir, parce que de toute façon, au niveau de la production, ça va redescendre. Donc, vaut mieux faire des pauses. C'est comme le sport, il faut avoir quelquefois 2 jours de break, ne plus faire de sport pour que les muscles se ressourcent. Voilà. Alors, la charge mentale, ce qui est très compliqué, en fait, c'est que les signaux d'alerte, d'un point de vue vraiment physiologique et tout ça, ben, en fait, c'est tous ceux du stress, on a envie de dire. Donc, en fait, c'est toutes les sortes de signaux qu'on a tous. Et donc, c'est pas facile de dire, tiens, ça, c'est un signal spécifiquement de la charge mentale, parce qu'en fait, ça peut être aussi bien les troubles du sommeil, ça peut être des ruminations de pensée en permanence, mais qui ne sont pas productives. Par exemple, il y a des personnes qui vont faire des plannings avec des to-do list. Ils vont passer quelquefois à faire 2 heures de to-do list, mais finalement, pendant ce temps-là, ils ne font pas leur to-do list. Donc, ils sont comme ça pris dans des ruminations, des trucs. Je vais planifier, je vais faire des super agendas avec des couleurs, et puis je vais faire ça, ça, ça. Enfin bon, je suis désolée. Attends, je ne sais pas le nom de cette personne qui est juste là, qui rigole, qui monte son agenda. Attends, je ne vois pas. Voilà. Mais parce que je ne vois pas tous les visages, je vois que les 3 ou 4 premiers visages. Mais bon, je pense qu'il y a des gens qui se reconnaissent. Moi, la première, j'étais comme ça aussi. Il peut y avoir aussi au niveau des humains, des émotions, être très irritable, de la nervosité. Enfin voilà. Et ça, c'est valable pour le stress aussi, quoi. Voilà. Donc, il y a aussi tous les symptômes physiques, les migraines, les courbatures, tout ce qui est la fonction intestinale, les peaux, les dentaires, les psychosomatiques. Et tout ça, au bout d'un moment, peut amener au burn-out. Et c'est donc ce qu'on veut éviter. Voilà. Donc, là, tous ces signaux-là, on va dire, font partie de la vie des êtres humains, on va dire. Ce qui fait signal d'alerte d'un point de vue médical, ça va être la durée et l'intensité. C'est dès qu'on repère qu'on a une fatigue un peu inexpliquée ou voilà, ou des émotions qui sont du montagne russe, voilà, et que c'est très intense, mais que ça dure dans le temps, ça fait quand même, voilà, je ne sais pas, peut-être 1 semaine, 2 semaines. Après, ça dépend des problèmes. Par exemple, problème dentaire, vous n'allez pas attendre 2 semaines. Voilà. Mais si c'est des émotions, quelquefois on ne s'en rend pas compte. Puis finalement, on se dit, ah bah, ça fait quand même 2, 3 semaines que Voilà. Alors, c'est un peu ça qu'il va essayer de mesurer, qu'il faut essayer d'identifier et de se dire, tiens, là, il faudrait peut-être que je consulte, que je me pose, que je réfléchisse un peu à qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie pour que je sois dans cet état-là. Voilà. Et de ne pas attendre, allez, je pousse encore, je continue, parce que finalement, après, ça s'accumule. Et on sait bien que le stress, ça a un énorme impact physiologique sur, voilà, au niveau, ça sécrète des hormones et ça a un impact sur la santé globale. Voilà. Donc, c'est important de repérer l'intensité et la durée. Alors, les causes peuvent être multiples. D'accord? J'ai mis un peu en 2 catégories. Les causes, on va dire, qui sont externes, parce que moi, je trouve que j'aime beaucoup l'approche systémique des problèmes, l'approche globale, et ne jamais sous-estimer le système dans lequel on se trouve. Que ça soit la culture, que ce soit l'environnement, que ça soit l'économie, ça a un énorme impact. Et j'aurais envie de dire qu'en ce moment, globalement, dans les réseaux sociaux, dans les magazines, dans tout ça, aussi la culture nord-américaine dans laquelle on se trouve, il y a un énorme poids de l'individu et de la responsabilité individuelle. Et du coup, ça minimise la, la causalité du système, de l'environnement, du système politique dans lequel on se trouve, du système social dans lequel on se trouve. Si on prend l'exemple des familles, par exemple, qui ont des enfants en bas âge, le fait que, par exemple, l'école finisse à 3 heures, bah, ça a un énorme impact sur la vie professionnelle, personnelle, et donc, du coup, sur la charge mentale. Qu'est-ce que je vais faire de mes enfants à 3 heures? Il faut que je trouve ça, il faut que je rattrape, il faut que j'arrive à l'heure, ta, 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 ta. Or, ça, c'est pas que soit en tant que parent, on gère pas bien sa famille, c'est juste le système social qui fait que l'école s'arrête à 3 heures et qu'il va falloir, du coup, ça rajoute un poids.
Alors que si on est dans un système social où la garderie, l'éducation, enfin voilà, va être prise en compte, on ne va pas avoir le même poids. Bon, je prends cet exemple-là, mais il y a plein d'autres exemples. Si on est éloigné par exemple, dans un tout petit village, qu'on n'a pas accès à certaines ressources, ça va jouer après sur sa vie quotidienne et donc sur la charge mentale. Si on a des énormes soucis économiques, de contraintes financières, de stress autour des finances et tout ça, ça va jouer sur, et c'est pas juste parce qu'on n'arrive pas à bien gérer son stress, c'est juste une réalité. Voilà, donc je pense que c'est important de bien considérer qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous et que c'est pas parce qu'on ne contrôle pas bien ou parce qu'on n'a pas assez médité, qu'on n'a pas assez fait son sport ou qu'on n'a pas assez de pensées positives. C'est juste le système dans lequel on est qui a un impact sur nous. Voilà, pour relativiser un petit peu, je pense que c'est important. Et alors après, il y a les causes qui sont plus individuelles. Bah, par exemple, le fait qu'on a une tolérance chacun qui est différente par rapport à l'imprévu et à l'incertitude. Et on a un seuil chacun qui est complètement différent de tolérance, qui est lié à notre éducation, à plein de choses, nos expériences passées. Voilà. Par exemple, la pandémie, en ce moment, on est tous en train d'apprendre cette incertitude et on voit bien que chacun n'a pas la même façon de répondre à ce degré d'incertitude et du stress que ça engendre en fonction des expériences qu'il a eues dans sa vie. Voilà. Donc, on a tous aussi des difficultés à renoncer, à faire des choix, à dire non, parce que la vie, c'est une succession de décisions et de faire des renoncements et de faire des choix. Donc, en fonction de ça, bah, si on n'a jamais envie de renoncer et qu'on veut tout faire, eh ben, on va avoir une charge mentale énorme, parce qu'on va tout mettre sur le même plan et qu'on veut tout faire. On va, par exemple, voilà, avoir des difficultés à hiérarchiser. Toutes les choses vont être considérées comme très importantes. Donc, si tout est très important, eh ben, il faut que je fasse tout. Et donc, du coup, ma charge mentale va être énorme. Il y a le perfectionnisme qui peut avoir du bon, de vouloir de temps en temps se donner à fond pour quelque chose. Mais si on est perfectionniste dans tous les domaines, eh bien, du coup, on rajoute la charge mentale. Si je prends l'éducation des enfants, si on veut être perfectionniste dans le fait qu'il faut qu'ils mangent bio, perfectionniste dans le côté école, il faut qu'ils soient bien éduqués, perfectionniste dans le fait qu'ils soient épanouis, il faut qu'ils fassent un instrument de musique, il faut qu'ils découvrent l'art et tout ça. Perfectionniste, voilà. Bon, et bien du coup, c'est énorme. Ou si dans son travail, on veut qu'on ait des super collègues, des relations avec les gens, mais qu'en même temps, on tienne compte de la famille qui est en France ou ailleurs, et en même temps, et ben voilà, et en même temps, et ben voilà, on ne peut plus hiérarchiser qu'est-ce qui est vraiment important là en ce moment. Et c'est là où du coup, on va devoir réfléchir à l'idée d'un écosystème. Il y a des choses qui, selon les phases de la vie, sont plus ou moins importantes. Et tout n'est pas sur le même plan en permanence. Après, il y a le sentiment d'urgence du temps, vu que le temps voilà, il passe tellement vite. Ou alors, au contraire, il y a des personnes qui ont le temps flexible. Et du coup, ils ont énormément de mal à mesurer que l'activité va leur prendre beaucoup plus de temps. Donc, du coup, comme ils n'évaluent pas bien le temps, en se disant, oh, ça va me prendre un quart d'heure, puis après, je vais aller là-bas, je vais chercher ça. En fait, même si on multiplie par 2, ça a pris 30 minutes. Bah, finalement, si chaque activité comme ça n'est pas bien évaluée dans la journée, bah, ça fait qu'à la fin, énorme charge mentale parce qu'en fait, on n'a pas du tout la même gestion du temps et l'organisation du temps et l'idée que ça sera flexible. Mais en fait, tout le monde a exactement la même journée, tous les êtres humains. Donc, il va falloir composer avec. Après, j'ai mis aussi ce qui joue aussi individuellement, c'est toutes les croyances éducatives ou les représentations du rôle de la femme, de l'homme dans la société. Voilà. Et donc, tout ce qui fait nos représentations mentales de nos rôles, toutes les croyances que l'on a, bah, par exemple, si on croit qu'il faut absolument manger bio tout le temps ou qu'il faut absolument que mon enfant... Voilà. Toutes ces choses-là vont rajouter des points parce que ça va être des choix qu'on fait, des valeurs auxquelles on tient, ou par exemple, si on a une croyance religieuse et que cette religion demande une certaine pratique, voilà, un certain rythme, et ben, cette croyance-là
rajoute aussi des choses à faire auxquelles on a envie de les faire, mais je veux dire, ça rajoute aussi. Donc après, du coup, ça permet moins d'autres choses. Après, tout ça, c'est des choix. Il n'y a pas de... Dans tout ça, il y a absolument... comment j'aurais envie de dire, de ma part, il y a un très grand respect de, on fait ce qu'on veut, que ce soit religion, sport, bio ou tout ça. Le tout, c'est de prendre conscience qu'on est pris dans énormément de systèmes, tous individuellement. Le système, voilà, des valeurs, des croyances, de la culture politique, sociale, religieux, et que tout ça ensemble fait qu'après, on a la tête, voilà. Alors, il y a une approche intéressante que je me permets de soulever là, de Sylviane Ciampino, qui est une psychologue en France, qui a écrit un livre que moi j'avais lu il y a longtemps, quand je faisais mes études de psycho, qui s'appelait Les mères qui travaillent sont-elles coupables? Et là, récemment, elle a écrit un nouveau bouquin, Pourquoi les hommes travaillent-ils trop? Donc moi, je trouve ça super. Je n'ai pas encore fini de lire le bouquin. Mais bon, en fait, elle a aussi, en fait, j'ai découvert qu'au niveau en France, elle a aussi participé à énormément de rapports sur cette idée de justement des lois de la société, de comment l'organisation politique doit changer pour que ça s'adapte justement à cette différence de rôle social de l'homme, de la femme, etc. C'est pour la France, c'est pas pour le Canada, mais c'est pour dire qu'elle parle avec aussi l'idée sociétale et pas que individuelle de la psychologue. Et alors, l'idée de la désynchronisation, enfin, vous lisiez le livre, voilà, si vous voulez, mais c'est l'idée qu'il y a un moment donné, bon, si on reprend l'histoire, bon, l'homme travaille, la femme était à la maison, voilà. Bon. Après, on s'est dit la femme peut travailler, donc on repart au travail. Et après, on a reproché à la femme de ne pas assez déléguer à l'homme des choses. Et donc, du coup, on lui en rajoutait une couche, mais elle n'a qu'à déléguer, elle n'a qu'à dire qu'est-ce qu'il fallait faire. Bon, sauf que l'idée n'est pas de déléguer, l'idée c'est qu'il faudrait que l'homme ait lui-même l'initiative de faire les choses, et ça sera ça la parité, ça sera vraiment l'idée que chacun porte et chacun a sa place. Et donc la désynchronisation, ce qu'elle appelle, c'est que en fait, les hommes ont envie, il y a beaucoup d'hommes qui expriment l'envie de faire des choses, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore à la même vitesse de où les femmes, en fait, en sont presque. C'est un peu pour expliquer, c'est comme les femmes travaillent, ça y est, c'est fait. Donc maintenant, il faudrait que tout le monde rattrape un peu le train au niveau de la société, que les garderies, voilà, quand un homme à son travail pourra dire, un chef d'entreprise peut dire, écoutez, il faut que je rentre à la maison, mon enfant a de la fièvre, on aura gagné. Voilà, il faut que tout au niveau social et politique soit organisé de telle manière. Voilà. Donc, il y a l'image du couple et la réalité actuelle pour ceux qui vivent en couple et en famille. Après, comme je disais, voilà, il y a la place de chacun, l'appartenance à un groupe, l'environnement, voilà. Et ça, il y a des gros décalages encore, voilà, en ce moment entre l'envie des couples, des jeunes couples, l'envie des individus et ce qui est offert en fait comme possibilité. Alors, je vais vous partager avec vous quelques outils que j'ai voilà, préparés pour bien comprendre que la charge mentale, comme c'est le fait d'avoir globalement de penser à des trucs tout en étant dans un autre endroit, on est bien ça sur cette définition-là, hein, c'est pas le fait d'avoir plein de choses à faire et d'être occupé, c'est l'idée que
quand je suis assise à ma table, je suis en train de penser à la lessive ou au rendez-vous au vaccin qu'il faut que je prenne, que en fait, j'ai pas éteint le four ou que zut, il va falloir que je passe faire de l'essence demain matin avant de partir, emmener les enfants, je sais pas où. C'est ça la charge mentale. Donc, le réflexe, c'est souvent de faire des to-do list. On se dit, oh, bah, si je fais une to-do list et que je suis super organisée, ça devrait marcher. Bon, le problème, c'est que la to-do list, tout dépend comment on la fait. Il y a des personnes qui font des to-do list qui sont tellement énormes que finalement, ça nourrit une mauvaise estime de soi parce qu'à la fin, on se dit, bah, j'ai pas réussi à tout faire. Donc finalement, c'est contre-productif puisqu'on en revient à avoir une estime basse de soi parce qu'on a écrit plein de trucs qu'on n'a pas fait et ça renforce l'idée qu'on n'est pas assez bon et qu'on n'y arrive pas et que voilà. Donc finalement, c'est un outil qui nourrit la mauvaise estime de soi. Donc c'est à manier de manière très on va dire, c'est délicat la to-do list, voilà. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la décharge de liste. Donc là, on écrit tout ce qui vous parasite dans la tête, comme on a dit. Donc ça, c'est différent, c'est juste pour se vider. Et puis, il y aurait la bonne to-do list qui serait, si vraiment on a envie d'en faire une, parce que ça vous donne l'idée du contrôle et de la maîtrise. Et comme tout être humain, on aime bien contrôler et maîtriser son environnement, donc ça rassure. Donc il y a des personnes qui ont besoin de la to-do list. À ce moment-là, il faut en faire une vraiment minimum. Très, très claire, avec des objectifs très précis et surtout pas trop de choses. Peut-être juste 3 trucs pour aujourd'hui, quoi, qui sont hyper importants. Parce que de toute façon, les autres choses sont là. On n'a pas besoin de les écrire en permanence. Voilà. Donc, ce qui est quelquefois plus efficace pour faire du bien et alléger le mental, c'est la done list. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on écrit ce qu'on a fait, ce qu'on a accompli. Et quand on écrit ce qu'on a fait et ce qu'on a accompli, là, on renforce l'estime de soi. On dit, wow, j'ai fait ça. Et en plus, quand on l'écrit, on peut se féliciter. On peut dire, oh, c'est cool quand même, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, c'est le processus inverse. Donc ça peut se faire justement en fin de journée. Et on se dit, bah, aujourd'hui, j'ai réussi à booker tel truc pour les vacances, j'ai réussi à aller chercher les trucs, j'ai refait le plein du frigo, j'ai fait ça. Et ça, du coup, ça va calmer progressivement. Si on fait ça régulièrement, ça va non seulement renforcer l'estime de soi, mais ça va aussi calmer le cerveau parce qu'il va avoir des preuves. Le cerveau a besoin de preuves qu'on fait les trucs et que ça marche. Donc, quand on a une preuve tangible, on se dit, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà, ça fait du bien en fait. Donc, c'est la done list. Le deuxième outil, c'est la minute de clarté. C'est quelquefois avant de se lancer dans un truc, c'est juste de te dire, bah, au lieu de se dire, voilà, je vais ranger tout le placard des enfants avec tous les habits qui débordent et tout le bazar, c'est de s'arrêter une minute et de se dire, de visualiser qu'est-ce que c'est le truc fini. C'est comment quand ça sera fini. Est-ce que c'est que tout le placard va être nickel? Est-ce que c'est juste l'étagère des sweatshirts où j'aurais replié ou je ne sais pas quoi? Enfin, je vous dis des trucs débiles. Hein. Enfin, je vous dis un truc pas débile, mais c'est parce que justement, il faut que je m'occupe du placard de ma fille. Bon. Parce qu'en ce moment, tous les habits qu'elle aime bien sont par terre et ceux qu'elle n'aime pas sont dans le placard. Donc, il va falloir qu'on fasse un peu un reverse. Bon. Donc, vous voyez, ma charge mentale, c'est ça. Donc, c'est de se dire, d'essayer de visualiser le truc fini. Est-ce que la tâche que là, je vais commencer à faire, par exemple, je me dis, oh là, il faut que je réponde à tous ces emails, je suis débordée d'emails. Bon, la tâche finie, c'est quoi? Est-ce que si j'ai répondu à 3 emails, je suis contente? Voilà. Donc, j'ai visualisé mon petit objectif. Donc, j'ai pris un truc très clair, très précis, petit, faisable. C'est ça la minute de clarté. Après, il y a l'outil. Vous faudrez me dire si vraiment, s'il y a des questions ou alors je les explique, puis après il y aura des questions, ou on fait comme ça. Alors, ce que j'appelle la décentration temporelle, un peu de perspective. Sur ça, je l'utilise très souvent avec les parents, c'est que de temps en temps, quand on est pris dans le quotidien, qu'on est la tête dans le truc là, juste devant soi, on oublie de prendre un petit peu de perspective par rapport à une situation. Et donc, la décentration, ça peut permettre de se relaxer un petit peu. Par exemple, je prends un exemple tout simple, j'avais une copine qui stressait un maximum, c'était son premier bébé, elle était là en train de savoir si l'allaitement au sein, le biberon, et puis
elle n'avait pas donné un biberon à telle heure, et puis finalement, enfin bon, ça l'occupait toute son après-midi. Et à un moment donné, je lui ai dit, bon, là, réfléchissons, que tu donnes un biberon maintenant ou pas, est-ce que quand il aura 18 ans, tu penses que ça va avoir un énorme impact dans sa vie? Et du coup, cette décentration temporelle permet de quelquefois rigoler, de pourquoi on s'est fait tout un nœud au cerveau, de se dire: «Bah, oui, c'est pas énorme quoi comme impact, donc je peux lâcher» ou au contraire, ça aide à la décision. Ça peut être de se dire: «Bah, si j'ai pas lavé les draps telle semaine», parce qu'on avait prévu, normalement, on a un système dans la famille, on se dit qu'on va laver les draps toutes les semaines, ta 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 ta. On s'est mis comme ça une injonction personnelle de personne parfaite qui va changer les draps à ce rythme-là. Est-ce que vraiment, quand j'aurai 40, 50 ans, 70 ans ou quel âge, est-ce que ça va changer quelque chose si j'ai changé les draps le mardi ou le vendredi? Parce que j'ai pas eu le temps mardi. Non, ça ne changera rien. Donc, on dégage. C'est ça la décentration temporelle, c'est de se poser la question dans 5 ans et dans 10 ans, est-ce que cette décision-là va avoir un impact? Par contre, oui, de ne pas dormir régulièrement ou de ne pas prendre soin de moi physiquement, oui, ça va en avoir un impact dans 5 ans, 10 ans. Donc, il vaut peut-être mieux que j'aille me promener en forêt plutôt que de changer les draps. Et parce que ça va avoir un impact sur ma santé. Voilà. Donc, ça, c'est la décentration temporelle. Le test de à mon enterrement, il y en a qui connaissent les coachs et ça s'appelle l'exercice de l'épitaphe aussi. C'est de se dire comment vous avez envie qu'on se rappelle de vous à votre enterrement ou dans le cimetière. Est-ce que vous voulez être la personne qui aura fait tous les repas vous-même sans jamais acheter de surgelé parce que vous mettez à cœur d'avoir fait des repas bien maison et tout ça? Et vous voulez être la seule personne, vous voulez qu'on se rappelle de vous comme ça plus tard en disant: «Ah vraiment Hélène, c'était celle qui faisait tous les bons petits plats, toujours bio, toujours machin» ou pas? Et donc, ça permet de re-questionner ses valeurs et l'importance de ses choix. Et quelquefois, bah, il y a des phases, voilà, pour différentes choses. Est-ce que finalement, il y a un moment donné, j'ai envie de bon, c'est un mauvais exemple, en ce moment, on ne peut pas recevoir les gens chez soi. Mais imaginons, on reçoit les gens chez soi, que c'est possible. Est-ce que finalement, le plus important, c'est que j'ai nettoyé la maison nickel, que j'ai fait tous les repas moi-même, tous les petits plats, tous les gâteaux et tout? Ou c'est aussi de passer une bonne soirée et tant pis s'il y a 2 ou 3 desserts que j'ai achetés au supermarché que je n'ai pas cuisiné maison? Mais on ne va pas se souvenir de moi plus tard en se disant: «Hélène, elle nous recevait chez nous, mais elle achetait 3 gâteaux au supermarché». Non, j'espère qu'on se rappellera de Hélène, elle nous recevait chez nous, c'était sympa les soirées. Voilà. Et bon, donc c'est ça le test de l'enterrement. C'est pour éliminer les choses qu'on se rajoute comme ça, qui n'ont pas forcément, une énorme importance, dans cette phase de la vie. Après, il y a le test du petit lâcher-prise ou du mini sabotage. C'est-à-dire que quelquefois, on se met des règles comme ça dans la vie quotidienne, des contrôles, des idées, et on oublie que, pareil, c'est aussi pour du lâcher-prise, que c'est peut-être pas si important que ça, que c'est pas si grave. Et donc, il va falloir faire des petits tests du style, essayer de partir de la maison sans avoir rangé le petit-déj. C'est un mini test pour voir si finalement, ça va vous occuper l'esprit toute la journée. Quel est votre niveau de contrariété? Est-ce qu'au bout de 10 minutes, vous aurez oublié? Est-ce que vous y avez pensé toute la journée? Auquel cas, bah, faut se questionner aussi. Ou est-ce que quand vous revenez chez vous, c'est catastrophique de voir que finalement le petit-déj n'a pas été rangé? C'est de faire un mini test comme ça. Donc ça peut être, je dis, le petit-déj pas rangé. Ça peut être bah, de ne pas avoir fait son lit, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas partir de chez eux sans faire leur lit. Ça peut être de faire un tout petit truc pour voir qu'est-ce que ça fait de ne pas l'avoir fait. Est-ce que finalement, c'est si grave que ça? Est-ce que finalement, ça me contrarie très longtemps ou pas? Et quand on fait ces petits tests-là, on apprend progressivement, pareil, ça fait un test pour le cerveau, que petit à petit, il y a des choses qu'on peut lâcher. Et moi, je sais que par exemple, comme j'ai eu la chance de vivre dans 6 pays différents et qu'on a tous des habitudes culturelles différentes, eh bien, il y a des choses, je me suis aperçue que dans d'autres pays, on ne les fait pas. Donc, du coup, je me dis, mais pourquoi moi, je m'emmerde à faire ça? Et donc, du coup, j'ai questionné énormément des choses éducatives que je faisais. J'ai ma meilleure amie qui est hollandaise. À midi, ils font des sandwichs, hein, ils ne se cassent pas la tête. Et moi, j'étais là avec ma culture française, on fait une entrée, un plat, un dessert, et puis on fait ça le soir et à midi et tout. Quand j'ai découvert qu'elle, elle faisait
des sandwichs à tous ses enfants à midi, et que tout le monde allait très bien, je me suis dit, mais pourquoi je m'embrouille à faire la cuisine à chaque fois? Donc voilà, j'ai lâché sur certains trucs, ce qui n'empêche pas que de temps en temps, je fais la cuisine. Voilà. Après, en fonction des priorités et de ce qu'on a envie de faire. Donc, test de mini-sabotage pour essayer de lâcher le contrôle. Alors, la méditation bienveillante pour un peu arrêter le auto-harcèlement. C'est-à-dire qu'en fait, on a très souvent des injonctions qu'on se met dans la tête, ce que j'appelle l'auto-harcèlement, et on est en permanence en train de se dire, il faut que je fasse ceci, il faudrait que je fasse cela, et j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, et je suis encore en retard là, et j'ai encore fait, voilà. Donc, pratiquer des exercices un petit peu, quelquefois même d'une minute de méditation bienveillante, de dire, bah, c'est pas mal, tu as déjà fait ça, c'est bien, voilà, et puis de renforcer positivement. Ça peut être juste quand on a fini un truc, au lieu de tout de suite passer à l'autre, de faire juste, on se pose. Moi, j'aime bien poser la main là. On peut la poser où on veut, mais moi, j'aime bien là et dire, ah, c'est pas mal là, j'ai déjà fait tout ce rangement-là, c'est cool. Oh, j'ai déjà fait, et voilà. Et on se fait un petit renforcement positif à soi-même. On n'a pas toujours quelqu'un qui vous dit, ouais, c'est super ce que tu as fait. Donc, on peut le faire à soi-même, voilà, d'arrêter le auto-harcèlement négatif, mais plutôt de faire du renforcement positif. Voilà. Après, ce que je crois que c'est Marie peut-être qui disait ça à un moment donné, donc l'action minimum. C'est-à-dire quelquefois de se dire qu'un truc prend en fait 2,5 secondes ou 3 secondes, ou voilà, et que ce qui est difficile, c'est de commencer en fait. Et le fait d'y penser en permanence rajoute de la charge mentale, alors qu'en fait, ça prenait 3 secondes. Donc, quelquefois, les trucs qui sont minuscules, il vaut mieux les faire tout de suite. Et quelquefois, après, quand on est pris dans le mouvement, on peut continuer. Et quelquefois, c'est ce qu'on remarque sur les choses où on procrastine, qui en fait, on n'a pas du tout envie de faire. Et du coup, plus on procrastine, plus elles grossissent dans votre tête. Alors que si on commençait juste un tout petit peu, ça irait mieux, ça ferait déjà baisser le niveau. Et quelquefois, c'est juste, ok, on le fait, mais juste 2 secondes ou 3, enfin, on en fait un tout petit peu. Après, là, je regarde le temps, alors du coup, je vous, je vous refais le truc. Peut-être je ne dis pas tous les trucs parce que sinon, je ne vais pas tout passer. Non, un truc où je voudrais que j'aime, qui est très important pour moi, j'ai marqué au modèle, là, celui qui est là. Au modèle, c'est-à-dire que, alors pour tous ceux qui ont des enfants, c'est important de se poser la question de qu'est-ce qu'on est en train de... Parce que 80% ou 90% de l'éducation passe par l'imitation. Et de manière inconsciente, les enfants imitent ou engrangent les messages, ou voilà. Donc, il y a un petit peu de conscient de ce qu'on dit, mais la plupart, c'est les actes et comment on se comporte, et c'est ça qui va passer en fait. Donc, si on veut faire passer l'idée que on veut que les enfants deviennent des adultes qui sont capables de prendre soin d'eux, eh ben, il va falloir qu'on commence par soi-même. Parce que c'est comme ça qu'ils vont le voir. Si on est capable de dire aux enfants, ah bah là, la vaisselle, il y a encore la vaisselle à faire, je suis crevée, je ne la fais pas, je vais me poser 5 minutes dans le canapé, ça me fera du bien de me reposer, on modèle ça à son enfant. Alors que si on est là, à peine arrivé du travail, on lance la dernière lessive, c'est ce que j'appelle les tâches un peu invisibles, c'est-à-dire qu'on arrive, paf, on lance la lessive, parce que comme ça, on se dit que quand on aura fini de dîner, tac, on pourra mettre au sèche-linge, et qu'à ce moment-là, j'allume le truc. Donc, on est en permanence en train d'anticiper sous prétexte de gagner du temps. On est en train de mettre d'étapes ou de choses en marche, dire je vais décongeler ça, comme ça après le dîner sera là, et là, au lieu de quelquefois juste se poser un tout petit peu, en disant bah non, j'arrive de la maison, je m'assois 2 minutes. Donc, il ne faut pas oublier que la façon dont on gère ou son temps ou ses émotions et tout ça, c'est aussi ce que les enfants absorbent et qui retiennent finalement. C'est comme quand on dit
ils retiennent aussi la façon dont on se répartit les tâches dans la famille ou des choses comme ça. Donc, c'est pas, on ne peut pas juste dire, voilà, j'ai envie qu'on prenne soin de moi, que mon enfant sache quand il est fatigué qu'il faut qu'il se repose, si moi-même, je ne le fais jamais. Voilà.